Bonjour Lucien Cerise, merci de votre venue aujourd'hui ici en Vendée, où vous allez donner une conférence sur l'ingénierie sociale et la communication politique. On voulait en profiter pour vous poser quelques questions. On va remonter un an en arrière et donc la bascule qu'il y a eu entre le Covid et l'Ukraine, un calendrier qui s'est particulièrement bien enchaîné. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez vu ça? En fait, il n'y a pas eu de bascule, puisque la guerre en Ukraine commence en 2014. L'opération militaire russe n'est qu'une réponse à une guerre civile qui commence en 2014. Et cette réponse, de toute façon, était largement prévisible depuis 2014 et même encore avant, puisque fondamentalement cette guerre est voulue par le régime de Kiev, elle est voulue par l'OTAN, qui en 2014 réalise un putsch, un coup d'État dit nommé Euromaïdan, et dont l'objectif était de transformer l'Ukraine en base militaire géante pour attaquer la Russie. Quiconque a suivi un peu l'actualité depuis justement ce putsch en 2014 savait que de toute façon, à un moment ou à un autre, le conflit allait passer de la guerre civile à la guerre conventionnelle, c'est à la guerre entre États, à la guerre, telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire effectivement où on a une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, qui s'appuie sur un État croupion, un État supplétif, l'Ukraine, pour attaquer la Russie. Et au passage, essayer de réaliser une épuration ethnique des habitants du Donbass, des russophones. Aujourd'hui, il faut rappeler, là on voit par exemple des drapeaux ukrainiens au fronton des mairies françaises. Ces mairies soutiennent un État génocidaire. Chaque soir, la ville de Deauville projette le drapeau ukrainien sur la façade de cette maison appartenant à la Fédération de Russie. À Bruxelles, plusieurs bâtiments officiels comme le cinquantenaire sont en bleu et jaune. Le drapeau flotte aussi devant la maison communale d'Odorghem. L'hymne national ukrainien a retenti ce 28 février sur le parvis de la mairie d'Alès. Ce rassemblement, en signe de soutien envers le peuple ukrainien, avait été organisé plus tôt dans la journée par la municipalité, soutenue par l'agglomération. À l'initiative de la ville de Sarreguemines, des citoyens et des élus de l'arrondissement se sont rejoints devant l'hôtel de ville pour se rendre ensemble, place de la République. Après les discours, 2 drapeaux ont été hissés en plein cœur de la zone piétonne. Celui de l'Ukraine et de la France, côte à côte, en signe d'amitié. L'Ukraine est un État génocidaire. On est en Vendée, ce que je dis là évoque évidemment des souvenirs historiques, ou des cauchemars, des souvenirs cauchemardesques, puisque l'État révolutionnaire, on peut faire un parallèle, il y a eu une révolution en Ukraine en 2014, puisque certaines personnes parlent de révolution, d'autres de putsch, parce qu'il y a des connotations, évidemment le terme de révolution a une connotation positive, pour beaucoup de gens. Et cette révolution, ce changement de régime a déclenché, a été désapprouvé et donc a déclenché un phénomène de sécession territoriale de 2 régions, la Crimée et le Donbass. La Crimée a été réintégrée dans la Russie assez rapidement, dès 2014, et le Donbass, ça ne s'est fait que l'an dernier. Mais en réalité, les habitants du Donbass on pourrait faire un parallèle historique avec la Vendée. Le Donbass, c'est la Vendée du XXIe siècle. Qui a désapprouvé effectivement cette révolution de 1789 en France ou de 2014 en Ukraine. Donc l'État central ukrainien a décidé d'exterminer physiquement la population du Donbass. Du fait que le Donbass avait les moyens de répondre militairement aussi, le conflit est devenu un conflit gelé et l'opération d'épuration ethnique n'a pas pu se réaliser aussi vite que prévu, c'est-à-dire en 2014 ou 2015. Mais il était prévu qu'elle reprenne en 2021. Dès 2021, puisqu'il y avait des mouvements de troupes, des troupes du régime de Kiev,
à proximité du Donbass. Tous les signaux étaient au rouge. Le chef du régiment Azov, Andriy Bilecki, qui disait en 2019 « Nous allons réaliser un scénario croate », donc en référence à la guerre en Yougoslavie. Donc oui, donc un génocide, une épuration ethnique, un nettoyage ethnique, etc. Donc la Russie, voyant cela, donc elle a appliqué le droit d'ingérence, ça c'est l'ancien nom de la disposition, de ce concept de droit international qu'aujourd'hui on appelle la responsabilité de protéger, R2P, je dirais en acronyme, qui est un concept soutenu, défendu par l'ONU notamment. Il y a une résolution de l'ONU de l'an dernier qui pourrait appliquer enfin les accords de Minsk. Donc en fait, la Russie se contente d'appliquer le droit international depuis seulement, en réalité, 2022. Elle aurait pu intervenir avant. Déjà en 2014, la Russie, le gouvernement russe s'est demandé est-ce qu'on y va ou pas. Bon, ils se sont contentés effectivement de réunifier la Crimée, de réintégrer la Crimée. L'année 2014 restera dans les annales, comme l'année qui a vu les peuples qui vivent ici décider avec fermeté d'être avec la Russie, confirmant leur fidélité à la vérité historique et à la mémoire de nos ancêtres. Avec ce bain de foule inédit, Vladimir Poutine démontre à l'Occident qu'il est ici, chez lui, dans ce territoire qui était encore sous contrôle ukrainien il y a quelques semaines à peine. Et puis de faire du soutien humanitaire et des agents de renseignement et quelques forces spéciales dans le Donbass. Ça fait partie de la règle du jeu. Les forces spéciales, par définition, sont illégales partout. C'est des opérations clandestines. Donc on a beau jeu de dire « Ah bah oui, mais bon, l'armée russe envoie des forces spéciales en Ukraine. » L'Ukraine envoie des forces spéciales en Russie aussi. La preuve, l'attentat contre Daria Dugin, qui a été réalisé par des agents de renseignement ukrainiens en Russie, puisque c'était sur le territoire russe. Donc il y a des agents de renseignement et des forces spéciales de tous les pays, dans tous les pays. Donc la Russie n'y fait pas exception. On se demande pourquoi elle devrait s'interdire d'utiliser ce genre de troupes, ce genre d'effectifs. Bref, donc il n'y a pas eu de bascule en réalité, puisque de fait le conflit existait déjà avant. Il n'a fait que, effectivement, quelque part, changer un peu de nature, puisque pour mettre fin à la guerre hybride, c'est-à-dire à la guerre larvée sur la base d'une guerre civile en Ukraine, la Russie a transformé la guerre en guerre conventionnelle, puisque ce sont des opérations qui ne sont pas là pour le coup clandestines. Là on est passé en fait à des opérations conventionnelles qui ont obligé le monde occidental à révéler qu'effectivement il y avait déjà des troupes de l'OTAN, une présence de l'OTAN en Ukraine depuis des années. Sinon, c'était parfaitement dissimulé aux yeux du grand public, puisqu'il y a une omerta impressionnante sur ce qui se passe en Ukraine depuis 2014, même depuis fin 2013. Donc cette omerta visait à permettre justement à l'OTAN de militariser tranquillement, loin de l'attention du grand public, de militariser l'Ukraine pour préparer ensuite une opération Barbarossa numéro 2. C'est-à-dire en fait une attaque au sol. Donc là aujourd'hui la Russie applique une tactique qui consiste en fait, c'est assez novateur, mais qui consiste en fait à encercler l'Ukraine de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équivalent de ce que l'OTAN fait depuis, et même encore avant l'existence de l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup du containment, c'est-à-dire la stratégie d'encerclement du bloc continental eurasiatique par les Anglo-Américains. C'est la grande théorie de Carl Schmitt ou d'Alexandre Dugin, l'affrontement entre l'Empire des terres et l'Empire des mers. Donc l'Empire des mers encercle avec des bases militaires un petit peu partout le bloc eurasiatique, mais l'encercle de l'extérieur, à l'extérieur des frontières. Donc là, l'armée russe est en train d'encercler l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières. Bon, c'est déjà fait en réalité au nord et à l'est, puisqu'il y a la Biélorussie et la Russie. Donc là, le but maintenant de l'armée russe, c'est en fait de libérer tout le sud de l'Ukraine et ensuite de remonter du côté ouest, c'est-à-dire de couper l'Ukraine de son accès à la mer,
mais aussi de son accès à la Pologne. Et ensuite, bon, une fois que cet encerclement sera réalisé, bon, ce sera beaucoup plus facile, hein, effectivement, de faire tomber Kiev, hein, comme un fruit pourri, quoi. Puisque en réalité, la capitale sera coupée de tous ses accès territoriaux, enfin de tous ses accès au sol. Après, bon, il y a toujours possibilité d'envoyer des avions, mais bon, dans la mesure où en fait les avions, bon, ça se descend, enfin je veux dire, ça se bombarde. Donc voilà, là on voit en fait que ça c'est le mouvement tactique là, qui est en cours. Le but étant de mettre un terme aussi, de mettre fin au projet Intermarium, qui est donc le grand projet polonais, hein, à l'origine, hein, inventé par Józef Piłsudski, qui était donc chef d'État de Pologne jusqu'en 1934, et qui voulait créer une alliance entre la Pologne et l'Ukraine, dite Intermarium, hein, c'est-à-dire entre la mer Baltique et la mer Noire, pour ensuite attaquer, alors à l'époque l'URSS, sur un front unifié sur la frontière ouest occidentale de l'URSS. Et donc ce projet est encore soutenu en fait, hein, puisque bon, ça permet de créer une continuité territoriale sur plusieurs centaines de kilomètres, ce qui est nécessaire dans une perspective toujours d'encerclement, hein. Et donc la Russie veut mettre fin définitivement à ce projet, hein, de l'Intermarium, et donc elle doit couper l'Ukraine de son accès à la mer Noire. Donc ça, voilà, bon, tout ça, ce sont des choses qui s'étalent sur plusieurs décennies. Donc en fait, hein, bon, on peut avoir l'impression qu'il y a eu une bascule d'un sujet à un autre. Si on ne connaît pas en réalité l'histoire en fait, hein, de ce qui se passe au niveau militaire et au niveau des projections militaires, au niveau des grands projets géopolitiques. Parce que on peut avoir, quelqu'un qui découvre, hein, les choses en 2022 peut avoir le sentiment qu'il y a une bascule finalement d'un sujet de préoccupation à un autre. Mais en réalité non, puisque en fait la toile de fond géopolitique de ce qui se passe aujourd'hui ou depuis 2022 en Ukraine commence il y a plusieurs décennies, et ça commence en réalité au 19e siècle. Et donc en fait, quant à la crise du coronavirus, enfin la crise sanitaire entre guillemets, de toute façon elle n'est pas finie. Donc il n'y a pas vraiment de bascule, hein. C'est-à-dire que effectivement, bon, on nous avait annoncé, hein, Klaus Schwab ou Alain Bauer nous avait dit, en gros, on a 2 ans pour essayer de faire passer un maximum de choses. Voilà, et au bout de 2 ans, la fenêtre de tir, la fenêtre de possibilité va se refermer. Bon, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais en réalité, le pouvoir continue. Enfin, je veux dire, fin 2022, à la réunion du G20, le président, si je me souviens bien, d'Indonésie, hein, a réclamé un pass vaccinal pour prendre l'avion au niveau mondial, par exemple. Donc en fait, bon, les projets, hein, les graines qui ont été semées à partir de 2020, continuent en fait à pousser dans la tête des gens, hein. Et donc en fait, il y a... En fait, la dictature sanitaire, hein, la dictature hygiéniste, qui est en fait une dictature transhumaniste, ne s'est pas arrêtée avec la riposte russe en Ukraine. Donc en fait, en réalité, il y a addition, hein, en fait, de 2 lignes, hein, un peu comme en musique, il y a une ligne de basse, ensuite il y a la mélodie, etc. Mais en fait, l'une n'a pas pris la place de l'autre. Elles se sont additionnées. Sachant que la question géopolitique ukrainienne, en fait, commence au XIXe siècle. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que la Troisième Guerre mondiale a déjà plus ou moins commencé? Elle n'est pas encore déclarée, mais voilà, le fait qu'il y ait autant de pays qui livrent des armes à l'Ukraine et qui en font de fait des belligérants face à la Russie. Oui, en fait, c'est une guerre hybride, hein, c'est-à-dire non déclarée, et qui implique autant les civils que les militaires, hein. Et ça, on est dedans, oui, effectivement, depuis des années. En fait, elle n'a pas commencé, encore une fois, le 24 février 2022. Elle a commencé il y a beaucoup plus longtemps, et ensuite, il y a des jalons historiques. Donc le putsch Euromaïdan de 2014 est un jalon historique qui accélère cette guerre hybride de l'Occident contre la Russie.
Mais en fait, bon, cette guerre commence au 19e siècle, hein, encore une fois. Donc on ne peut pas véritablement, comment dire, en fait c'est surprenant si tout simplement on se laisse surprendre parce qu'on n'a pas les éléments de connaissance historique pour décrypter ce qui se passe. Et d'un point de vue justement d'ingénierie sociale, de maîtrise du discours, de la propagande et des foules, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant en fait de ne pas déclarer, voilà, la guerre est déjà là, mais donc de ne pas la déclarer, de continuer à ne pas la déclarer ouvertement? Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, bon, aujourd'hui, bon, les pays de l'OTAN savent que si ils déclarent officiellement la guerre à la Russie, la Russie arrêtera de retenir ses coups. Et c'est surtout ça, en fait, qui retient les pays de l'OTAN de déclarer officiellement une guerre conventionnelle. C'est pour ça que les pays de l'OTAN font un usage important des méthodes clandestines. Hein, depuis la guerre froide, on parle des réseaux gladiaux. Les réseaux gladiaux, c'est juste les réseaux paramilitaires et terroristes, puisque bon, la différence entre les deux est parfois un peu floue. Hein, et bon, donc qui recrutent dans trois milieux, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche et l'islamisme, et qui sont utilisés pour mener des opérations de renversement de régime qui étaient jadis menées par les troupes conventionnelles, par les armées conventionnelles. Aujourd'hui, avec les droits de l'homme, avec l'ONU, avec le pacifisme, hein, qui est devenu, on pourrait dire, hein, la toile de fond idéologique, hein, des relations internationales, on ne peut plus se permettre, hein, d'envahir un pays tranquillement. Enfin, tout de suite, en fait, il y aurait une levée de bouclier au niveau international. Qui n'a pas lieu d'ailleurs justement concernant l'opération russe en Ukraine, puisqu'en réalité tout le monde, en dehors de l'OTAN, tout le monde sait bien que ce n'est pas un pays qui envahit un autre. C'est une riposte à un coup d'État qui lui-même a déclenché une opération de changement de régime et en fait, de militarisation d'un pays pour en envahir un autre. À savoir une militarisation de l'Ukraine pour ensuite envahir la Russie. Ça, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, en fait, il y a juste les dirigeants occidentaux qui font mine de ne pas le savoir pour entretenir l'ignorance, hein, dans leurs opinions publiques. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que la Russie n'est pas condamnée au niveau international. Et c'est pour ça qu'elle a encore des soutiens au niveau international, en dépit du délire occidental, enfin du délire médiatique, hein, sur les plateaux de télévision. En fait, ça ne marche pas à l'international. Et je pense que même que ça ne marche pas en France, par exemple. Il n'y a pas de courant va-t-en-guerre en France. Enfin, les gens n'ont pas envie d'aller mourir en Ukraine, quoi. C'est pour qui? Pour Zelensky, hein, donc ça ne marche pas. Ça marche un peu plus en Pologne, peut-être, hein, et encore. J'observe l'actualité polonaise. Il y a un courant va-t-en-guerre dans les milieux politiques, enfin peut-être plus fort qu'en France. Mais même dans la population, quand il y a par exemple des sites, hein, d'information en Pologne qui font des articles va-t-en-guerre, en général, quand on regarde les commentaires, 90%, 9 sur 10 sont en fait pacifistes. Enfin, ils disent non, mais on s'en fout de l'Ukraine, ce n'est pas un pays frère comme on essaye de nous faire croire, même si on a une frontière commune, etc. Enfin, bon, c'est leur problème. Ils n'avaient qu'à pas faire de révolution en 2014, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Parce que les problèmes partent tous de là. S'il n'y avait pas eu ce putsch, hein, cette révolution Euromaïdan, la Crimée serait encore en Ukraine, le Donbass serait encore en Ukraine, toute la région sud là en fait serait encore en Ukraine et en paix avec l'État central. Voilà, c'est tout. Ça c'est juste les faits les plus élémentaires. Et la Russie n'aurait pas envoyé des troupes pour libérer justement l'Ukraine des révolutionnaires, enfin je veux dire des putschistes qui en ont pris le contrôle en 2014. Donc en réalité tous les problèmes viennent de cet événement fondateur. Et en fait, c'est pour ça que je me suis plongé dans ce dossier en 2014, parce que j'ai compris dès le mois de février 2014 que ça allait dégénérer.
que ça allait, un jour ou l'autre, ça prendrait des dimensions internationales qui risquaient effectivement d'embraser le monde. Alors bon, heureusement, c'est pas le cas, justement parce qu'en fait, bon, la quasi-totalité de la planète n'a strictement rien à foutre de l'Ukraine. Donc il n'y a pas de solidarité. En gros, il y a une indifférence par rapport à ce qui se passe en Ukraine. D'ailleurs, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Bon, on voit bien que le pouvoir en Occident essaye de créer de la confiance vis-à-vis de l'Ukraine et de la méfiance vis-à-vis de la Russie. Bon, en fait, notre rôle à nous, en fait, c'est pas forcément d'inverser les deux, c'est pas forcément de créer de la confiance vis-à-vis de la Russie ou de la méfiance vis-à-vis de l'Ukraine, c'est surtout de créer de l'indifférence. Nous avons besoin d'indifférence vis-à-vis de l'Ukraine et aussi vis-à-vis de la Russie. Ce qu'il faut, c'est laisser l'armée russe faire son boulot en Ukraine. Et donc, pour ça, il faut s'y intéresser le moins possible. Enfin, pour l'individu lambda, enfin, pour l'individu moyen. Après, les gens qui veulent aider l'armée russe, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, bon, moi je ne peux rien faire concrètement, si ce n'est faire monter l'indifférence vis-à-vis de ce dossier. Parce que, en fait, moi j'aimerais bien que ça s'arrête, en fait, pour revenir à des choses plus sérieuses, plus importantes en réalité pour l'avenir du genre humain, à savoir le transhumanisme. Et notamment donc la crise sanitaire, en réalité qui n'est pas terminée, en fait, entre guillemets, évidemment, quand je dis crise sanitaire, c'est-à-dire en fait le prétexte d'une crise sanitaire, ou le prétexte sanitaire, en règle générale, le prétexte hygiéniste pour développer une dictature informatique et transhumaniste. Ça, pour moi, ça c'est le vrai sujet aujourd'hui. Et ce qui se passe en Ukraine doit impérativement être relativisé et plongé dans l'indifférence. On doit arrêter de s'y intéresser, fondamentalement, en France et en Occident. Et évidemment, le pouvoir essaye de créer notre intérêt vis-à-vis de cette question, avec Bernard-Henri Lévy qui fait un film, etc., etc. Enfin, ils essayent en fait de nous impliquer émotionnellement dans ce dossier dont nous n'avons rien à foutre en France. On n'a aucune raison de s'intéresser à l'Ukraine. Ça doit vraiment être notre travail, en fait, au quotidien, si on devient... c'est un peu l'objet de mes prises de parole, en fait, que tout le monde devienne un ingénieur social, que tout le monde devienne un spin doctor. En fait, il faut, au quotidien, effectivement, créer de l'indifférence vis-à-vis du dossier ukrainien, pour justement dégager du temps de cerveau disponible pour s'intéresser au sujet vraiment important, à mon avis, c'est-à-dire le prétexte sanitaire et la dictature informatique transhumaniste. Moi, c'est comme ça que j'articule les deux. Là, je suis toujours finalement en train de répondre à la première question. Mais bon, c'est les deux dossiers actuels de toute façon en fait, qui occupent les gens, qui occupent l'opinion publique en fait. Alors c'est vrai que le dossier ukrainien est venu concurrencer en quelque sorte un peu, comment dire, le délire sanitaire. Mais bon, dans le réel, il n'y a pas eu de substitution. Enfin, je veux dire, puisque de fait, ce sont deux lignes de causalité totalement indépendantes. Alors dans les stratégies de déstabilisation que nos élites mettent en place, on se demandait s'il n'y avait pas, donc là il y a eu toute une suite de gros accidents en fait ces derniers temps, des trains qui déraillent, des explosions dans des usines, et on voulait vous demander en fait ce que vous en pensiez, si on pouvait imaginer une nouvelle forme de terrorisme d'État. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, je pense que il y a un phénomène plus grave encore que ça, en fait. C'est l'idiocratie, c'est-à-dire la baisse du QI, la baisse du quotient intellectuel, la perte des compétences techniques pour tout simplement entretenir, je sais pas quoi, des centrales nucléaires ou ce genre de choses. Cette idiocratie, cette disparition des compétences techniques va aboutir à des accidents industriels, et donc à des crises industrielles, à des crises écologiques. Bon, là, moi, je n'ai pas trop étudié le dossier, là, le truc dans l'Ohio, là, en fait, qui va avoir des conséquences, oui, malheureusement, en fait, sur la santé des gens. Mais je pense que
Il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus préoccupant à l'avenir, en tout cas, c'est ça, c'est l'idiocratie. Et la baisse du QI, la baisse aussi du quotient émotionnel, hein, c'est-à-dire en fait la difficulté croissante de se maîtriser, hein, le self-control, qui est pareil en chute libre. Là, les gens deviennent fous. Là, récemment, il y a eu encore un attentat bizarre, là, en fait, un jeune de 16 ans qui entend des voix, qui tue sa prof d'espagnol. Mais bon, depuis 2020, j'ai l'impression que il y a une accélération on pourrait dire de l'effondrement psychologique du monde occidental. En 2019, j'avais participé à un colloque en Moldavie. J'avais parlé je m'étais concentré sur la question de l'incohérence croissante du monde occidental, mais à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire aussi au niveau psychologique. On voit en fait des phénomènes de dislocation psychologique. Et donc des phénomènes effectivement donc qui impactent ce qu'on appelle le quotient émotionnel, c'est-à-dire en fait la maturité. Le quotient émotionnel mesure en fait la capacité de maîtrise des émotions et des affects. Et c'est en chute libre, hein. Et le résultat peut aller jusqu'à la psychiatrie, jusqu'à des psychoses, jusqu'à une vague de psychoses. Il y a une espèce de montée de la paranoïa aussi, hein, dans la société. Donc cette dislocation de l'inconscient, en fait, hein, qui n'est plus structurée, qui n'est plus hiérarchisée par un surmoi, hein, c'est-à-dire en fait un principe d'autorité. Ça aboutit effectivement en fait à un effondrement d'abord psychique et puis ensuite comportemental et puis ensuite socio-économico, politique, etc. Donc effectivement les services publics sont en cours d'effondrement. Alors effectivement, ça se fait pas tout seul non plus, hein. Il y a aussi de la stratégie derrière ça, hein. Effectivement, ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc. J'avais fait un livre intitulé « Gouverner par le chaos ». Il y a une sorte de convergence des catastrophes, hein, pour reprendre le titre là, de Guillaume Fay. Et cette convergence des catastrophes, à mon avis, a deux causalités, deux sources, deux origines, deux causes. C'est effectivement des objectifs stratégiques de démolition contrôlée, donc d'ingénierie sociale. Mais aussi, et en fait ça peut être une conséquence indirecte d'ailleurs du premier, de la première cause, mais aussi effectivement une montée, hein, de l'incompétence. C'est qu'il y a une chute en fait des savoir-faire, hein, une baisse des compétences techniques, intellectuelles, qui permettent, hein, d'entretenir une société industrielle. Parce que faut quand même se représenter la lourdeur, hein, de l'infrastructure technologique, hein, de nos sociétés dites développées. Développées, oui, effectivement, mais pas forcément psychologiquement. L'écart croissant entre, finalement, les capacités cognitives du monde occidental et l'infrastructure technologique assez sophistiquée, qui a besoin de cerveaux finalement aussi assez sophistiqués pour fonctionner. En fait, je vois en fait un découplage croissant entre les capacités intellectuelles en Occident et donc la complexité de la technoscience occidentale. Et ce découplage entre l'outil et les capacités intellectuelles de l'utiliser peut donner matière à s'inquiéter quand même, hein, parce qu'on s'achemine de toute façon vers des catastrophes industrielles, incontournables, inévitables. Donc face à tous ces événements, on constate que les oppositions sont indispensables. Pour continuer un récit global, voilà, il faut des opposants. Qu'est-ce qu'il en est en fait de l'opposition contrôlée et par exemple plus précisément de QAnon aux États-Unis? Sur le dossier de QAnon, je vous renvoie à Stanislas Berton, en fait, qui connaît le dossier beaucoup mieux que moi. Et moi, je vais simplement vous répéter ce qu'il m'a dit, hein, puisque je n'ai pas creusé le dossier. D'après lui, il y a un vrai QAnon et il y a un faux.
Le vrai QAnon, c'est celui de 2015-2016, qui effectivement donnait des informations intéressantes, sérieuses, etc. Et ensuite, il y a un faux QAnon qui est venu en fait se surexposer, enfin essayer de recouvrir le premier pour le ridiculiser. C'est un peu la technique là, de la désinformation amplifiante. Moi, je pense que, de fait, oui, il est sûr et certain qu'il y a au cœur de l'État profond américain, au cœur du complexe militaro-industriel américain, des gens raisonnables, patriotes, souverainistes, je sais pas quoi, isolationnistes, protectionnistes, qui soutenaient Donald Trump et qui le soutiennent toujours. Ça, c'est évident, parce qu'il y a des gens normaux, il y a des gens raisonnables, rationnels partout. Donc il y en a aussi au Pentagone, il y en a aussi à la CIA, il y en a aussi au FBI. Donc ça peut former le noyau originel de QAnon, dont le but était en fait de lancer un mouvement d'enthousiasme pour leur candidat désigné, à savoir Trump. Et puis ensuite, par-dessus, les ennemis justement de Trump ont possiblement, de lancer un deuxième QAnon pour ridiculiser le premier. Et voilà. Ensuite, donc ça pose la question de l'opposition contrôlée. Alors là, en fait, il faut aller voir du côté d'un épisode historique intéressant, en fait, de la guerre de décolonisation de l'Algérie, c'est-à-dire l'épisode de la Bleuite, où en fait les services français, pour désorganiser le FLN, ont lancé la rumeur qu'il y avait au sein du FLN, au sein des indépendantistes algériens, qu'il y avait des agents infiltrés au service des Français, alors qu'il n'y en avait pas. Et en fait, la croyance, la représentation qu'il y avait une cinquième colonne, qu'il y avait une opposition contrôlée au sein du FLN, en fait, a eu le même résultat que s'il y en avait eu vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, les Algériens, le FLN, les Algériens du FLN ont commencé à s'entretuer et à s'accuser mutuellement d'être une opposition contrôlée et d'être un espion infiltré. En fait, ce que l'on voit là avec cet exemple, c'est que l'accusation d'opposition contrôlée fait partie de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition contrôlée réelle essaye toujours de lancer des phénomènes de division du groupe ennemi pour organiser l'impuissance de l'adversaire. Donc pour organiser son impuissance, il faut le diviser pour régner. Et donc l'opposition contrôlée va lancer des rumeurs d'opposition contrôlée. Voilà, donc l'accusation d'opposition contrôlée fait partie en réalité des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle. Donc en fait, pour en finir avec ce débat, il faut tout simplement arrêter d'en parler. Là aussi, il faut organiser l'indifférence vis-à-vis de cette question. Le meilleur moyen en fait de répondre de manière constructive à cette épidémie de paranoïa, puisque là aujourd'hui, moi je vois, dans les milieux, dits dissidents, réfractaires, etc. Je vois il y a une véritable épidémie en fait d'accusations mutuelles d'opposition contrôlée. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est déjà premièrement d'arrêter d'en parler. Et puis de développer en fait son propre militantisme de manière positive et constructive. Et puis ensuite, on jugera l'arbre à ses fruits. Voilà, il n'y a que ça à faire, fondamentalement. Plutôt que de passer un temps fou à s'accuser mutuellement, ce qui fait partie, justement, en fait, du but de cette épidémie de paranoïa, c'est qu'on perde du temps à s'accuser mutuellement. Donc cette accusation fait partie, en fait, des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle. Une des manières d'enrayer le déclin intellectuel, ça va être la lecture, peut-être la lecture des classiques aussi. Et je crois que vous avez choisi une fable de La Fontaine, donc dans l'édition Contre-Culture. Oui, en fait, une de mes fables préférées, c'est Le chêne et le roseau, page 57. Donc je peux vous en donner lecture. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquillon, tout me semble zéphyr.
Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Voilà, donc c'est de l'ingénierie sociale. Plier pour ne pas rompre. Voilà. Voilà. Merci.